Bonjour, bienvenue dans cet atelier Yoga Naturo pour booster son immunité naturellement. Aujourd'hui on va parler de naturopathie et de stratégies pour booster son immunité. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Julie, je suis professeure de yoga depuis quelques années et je suis conseillère en naturopathie fraîchement diplômée. Pourquoi j'ai associé la naturopathie et le yoga? C'est parce que c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi, ce qui m'a fait le plus de bien. Et ils ont en fait une même hypothèse de départ, un même objectif commun et une même philosophie. L'hypothèse de départ, c'est que nous sommes tous programmés pour être détendus, en forme et en bonne santé. L'objectif commun, c'est éliminer les obstacles au bon fonctionnement de notre corps afin de nous aider à libérer notre plein potentiel. Et la même philosophie, c'est l'idée de prendre en compte l'humain dans sa spécificité, mais aussi dans sa globalité, pour le responsabiliser et lui permettre de trouver les clés de sa vitalité et de son bien-être. Donc, qu'est-ce que la naturopathie? Rapidement, si vous ne connaissez pas la naturopathie, elle est reconnue par l'OMS comme une médecine traditionnelle, au même titre que l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise. Selon l'OMS, c'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels. Donc effectivement, la naturopathie, elle contribue à la prévention et à la promotion d'une santé globale et durable, mais elle ne se substitue jamais à la médecine conventionnelle, elle est au contraire là plutôt pour la compléter. Donc on va travailler sur deux axes, le conseil en hygiène de vie et les conseils naturopathiques individualisés. Selon moi, c'est également un art de vivre en harmonie avec soi-même, son corps, ses émotions, et avec son environnement et les lois de la nature. Donc les principes de base, comment ça marche la naturopathie? L'idée c'est de prévenir les déséquilibres pour favoriser une bonne vitalité en renforçant son terrain et selon son tempérament. Donc l'idée c'est de réduire au maximum les toxines, d'évacuer les déchets et les toxines en dehors de l'organisme et d'apporter au corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Donc on va utiliser 4 principales techniques. On va essayer de bien se nourrir, de bien éliminer. Donc effectivement bien se nourrir parce que de la qualité, la quantité et la vitalité de ce que nous mangeons vont dépendre de notre énergie physique et mentale ainsi que notre capacité de régénération. Bien éliminer pour éviter que notre sang, que notre lymphe, que nos liquides intercellulaires ou extracellulaires soient saturés de déchets. Donc ça va être vraiment important que nos organes filtrent, nos émonctoires, que sont le foie, l'intestin, les reins, la peau et les poumons fonctionnent bien. Ensuite, il y a l'idée d'être bien dans son corps. Donc pour cela, il faut bien respirer, il faut bouger, se reposer, se relaxer. Et cela va permettre un équilibre du système nerveux et une bonne santé. Et enfin, bien dans sa tête. Donc là, il s'agit de s'occuper du stress et des blessures de l'âme, car nous sommes un tout. Et tout ce qui va impacter notre psyché va impacter notre corps et inversement. Donc bien sûr, je rappelle qu'un naturopathe ne va jamais poser de diagnostic, il travaillera toujours en collaboration avec votre médecin. Donc cette présentation s'articule en deux parties. Il y a une partie comprendre, parce que je pense que c'est essentiel d'essayer de comprendre comment ça marche pour mieux pouvoir appliquer les conseils que je vais vous donner par la suite. Et la deuxième partie, donc ça s'appelle agir. Et là, il s'agit effectivement de conseils plus pratiques. Donc d'abord, quelles sont les étapes de la réponse immunitaire? Il y a deux parties essentielles. La première, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée ou naturelle. Donc elle est constituée de 3 étapes. La peau et sa flore cutanée qui vont agir comme une barrière pour empêcher les éléments pathogènes de rentrer. Ensuite, vous avez les muqueuses, donc les muqueuses au niveau du nez, des poumons, mais surtout au niveau intestinal, qui vont, avec le microbiote, servir également de barrière pour éviter que les pathogènes entrent. Et enfin, vous avez le processus inflammatoire et les phagocytes. Donc ça, ce sont lorsque l'agent infectieux est rentré, il y a une réponse rapide du corps qui est non spécifique, c'est-à-dire elle s'adresse à tous les types de pathogènes. Et au contact de cet agent pathogène, il va y avoir une inflammation, donc chaleur, douleur, gonflement. En fait, l'idée, c'est que le corps va amener un afflux sanguin important au niveau de la zone à traiter.
Et ça va permettre d'amener de nombreux phagocytes, qui sont des molécules qui vont manger littéralement les pathogènes. Si tout cela n'a pas suffi, ensuite vous avez l'intervention de la deuxième partie qui s'appelle l'immunité acquise. Et vous avez l'intervention des lymphocytes B et des lymphocytes T, qui vont être des molécules qui, elles, vont donner une réponse spécifique en fabriquant des anticorps pour l'antigène, en fait, pour le spécifique pour le virus ou la bactérie qui est rentrée. Donc c'est cette immunité-là qu'on va travailler quand on fait un vaccin, en fait, c'est l'immunité mémoire. Donc le système immunitaire, c'est un système qui est très complexe. C'est un système d'interaction qui met en œuvre de nombreux organes, des cellules et des substances qui sont différentes. Donc vous avez à la fois la majorité des cellules qui va se situer en dehors du sang, qui va plutôt se situer dans un ensemble d'organes qu'on appelle les organes lymphoïdes. Donc on ne peut pas expliquer aujourd'hui tous les mécanismes du système immunitaire, mais on sait qu'il y a de nombreuses interactions entre le système immunitaire, le système nerveux et le système endocrinien. Et certaines sécrétions de cellules immunitaires, c'est un peu comparable à des hormones qui seraient sécrétées par des glandes endocrines. Donc nos organes lymphoïdes, ils possèdent des récepteurs pour des messages nerveux et pour des messages hormonaux. Donc c'est vraiment trois systèmes qui sont intimement liés. Ensuite, la voie de passage de ces messagers, c'est le sang. Donc notre système sanguin a son importance aussi. Au niveau des organes, vous avez le thymus, donc qui est un petit organe au niveau du sternum, ainsi que la moelle osseuse qui vont faire maturer les lymphocytes. Et vous avez également la rate, donc tous les ganglions lymphatiques du corps, les amygdales et les amas de cellules lymphoïdes qui sont situés dans les muqueuses digestives, respiratoires, génitales et urinaires. Et c'est surtout dans ces organes périphériques que les cellules sont appelées à réagir. Donc ce qui est important de retenir, c'est que l'efficacité de la réponse immunitaire, elle repose beaucoup sur l'efficacité de la communication entre tous ces différents acteurs. Alors, la vision naturopathique du système immunitaire, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase « le microbe n'est rien, le terrain est tout ». À qui doit-on attribuer cette phrase ? En fait, Claude Bernard, Antoine Béchamp avaient une vision plutôt du corps qui vit en symbiose avec son environnement, alors que Louis Pasteur avait plutôt une vision du corps et des pathogènes à l'extérieur qui ne doivent pas rentrer. Donc tous les trois, ils ont longtemps argumenté cette question et l'idée n'est pas aujourd'hui de savoir qui avait raison. Je pense que de toute façon, l'extrémisme, ce n'est jamais la bonne solution et que nous ne pouvons jamais avoir de certitude en ce qui concerne le corps humain. On a encore plein de choses à découvrir. Cependant, conformément à la logique de M. Bernard et de M. Béchamp, on sait aujourd'hui avec certitude, et la pandémie de Covid-19 nous le confirme, que le terrain reste d'une importance primordiale dans la causalité des maladies. Mais il ne s'agit pas non plus de nier l'influence des agressions extérieures dans les différentes pathologies. Il s'agit plutôt, à mon sens, de souligner la relation et la coexistence de deux éléments. Il y a à la fois le terrain et la virulence de l'agression. Donc n'oublions pas que les différents composants de la nature sont toujours en interaction constante et qu'il n'y a pas de relation de cause à effet aussi simple que ça pourrait paraître. Ce qui est certain, c'est que pour qu'un agent perturbateur, un microbe par exemple, engendre une maladie, sa pénétration dans l'organisme n'est pas suffisante. Il faut aussi qu'il y trouve les conditions nécessaires et favorables à son développement. Mais d'autre part, la faculté de réaction et de préservation de la santé d'un individu face à un agent perturbateur, ça ne dépend pas uniquement de son état, mais ça dépend aussi quand même de la virulence de l'agression. Si la virulence de l'agression est telle qu'elle dépasse les capacités de l'individu, il tombera malade. C'est toujours une histoire d'interaction, une interaction entre le messager et la cible. Donc ce qui est certain, c'est que la naturopathie, elle vise à renforcer le terrain. Donc elle va essayer de veiller à ce qu'on ait le meilleur terrain possible. Voilà. Alors le terrain, parlons-en, qu'est-ce que c'est ? Donc le terrain, finalement, c'est l'ensemble de ce que nous avons à l'intérieur de nous, plus nos réactions à notre environnement.
Donc il y a plusieurs composantes qui vont déterminer le terrain d'un individu. Il y a notre constitution. Donc ça, c'est l'hérédité, c'est ce qui nous est transmis à la naissance. C'est l'inné, en fait. Notre culture, nos valeurs et notre génétique. Notre culture et nos valeurs, elles, c'est quelque chose qui nous est transmis. C'est ce qu'on va appeler l'acquis. Donc, notre tempérament, c'est un indicateur de notre état actuel, en fait. Ça va montrer nos fragilités, nos forces, la force et les fragilités des différents organes qui nous composent, également l'influence de notre comportement, de notre psychologie. Ça va être notre tempérament actuel. Et ensuite, vous avez la toxémie. La toxémie, c'est l'encrassement en fait, des liquides organiques, donc le sang, la lymphe. Et il y a deux formes de toxémie. Il y a les toxines qui sont issues du fonctionnement normal du corps. Et vous avez les toxiques qui sont des substances nocives qui proviennent de l'extérieur et qu'on va ingérer soit avec l'alimentation, soit qu'on va respirer. Voilà, donc du coup, l'acquis, enfin le tempérament et la toxémie, c'est des choses sur lesquelles on peut jouer. On ne peut pas jouer sur notre constitution, qui est héréditaire et innée, mais par contre, on va pouvoir influencer notre tempérament et notre toxémie. Et pour ça, on va jouer sur l'environnement, sur l'hygiène de vie, sur notre perception du monde, donc tout ce qui est psycho-émotionnel, et nos choix de vie. Je voulais vous parler de deux organes essentiels, que sont l'intestin et ensuite je voulais vous parler du système nerveux, donc l'intestin et le système nerveux. Donc on va commencer par l'intestin. Donc l'intestin, en fait, c'est le siège de l'immunité. Pourquoi? Il a deux actions principales. Il a d'abord une action barrière, en fait. Donc la muqueuse intestinale plus notre microbiote, notre flore intestinale, va avoir une action de barrière. Donc qu'est-ce que c'est le microbiote intestinal? C'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent notre tube digestif. Il est composé de 100 000 milliards de bactéries qui vivent en symbiose avec notre organisme. Donc finalement, on est presque plus microbien que humain. Et en fait, ce microbiote, il va avoir un rôle dans l'immunité parce qu'il va agir comme une barrière, en fait. Plus notre microbiote est riche, plus finalement il recouvre notre tube digestif et moins il y a de place pour que les pathogènes s'installent. Et ensuite, il va aussi induire la production de mucus intestinal qui va protéger les cellules de la muqueuse et donc garantir la perméabilité, l'imperméabilité de notre barrière. Ensuite, il a tout un tas d'autres, le microbiote va synthétiser plein d'autres choses, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'immunité. Le deuxième aspect de l'intestin dans l'immunité, c'est que c'est dans l'intestin que sont présents 70% de nos cellules immunitaires. Donc c'est vraiment une zone de notre corps qui est le siège de l'immunité et dont on doit prendre soin. Ensuite, l'immunité et le système nerveux. Donc ça, c'est également quelque chose de très important. Il a été montré, donc je vous le disais, qu'il y a un lien très fort entre le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire. Et notre système nerveux, donc il a deux parties, la partie périphérique qui est celle qu'on contrôle pour nos gestes, par exemple, et il y a le système nerveux autonome qui lui va réguler les fonctions vitales internes comme la circulation sanguine, la respiration, la digestion. Vous avez dans ce système autonome deux entités qui fonctionnent comme des pédales d'accélération et de frein. Vous avez d'un côté le système nerveux sympathique, c'est le mode action qui va accélérer l'organisme, qui va nous permettre d'avoir une activité physique et intellectuelle intense. Et ensuite, on a le mode parasympathique. Lui, c'est la pédale de frein, c'est le ralentissement général de l'organisme, le mode repos, qui va permettre de digérer, de régénérer, d'éliminer, de la reproduction et l'immunité. Donc, pourquoi ça pose un problème, ça? Parce que dans notre monde actuel qui est rapide, stressant, dans lequel on nous demande en fait de mobiliser constamment notre système nerveux sympathique, et bien en fait on est tout le temps dans le mode action ou le mode qu'on appelle aussi combat-fuite. Et notre système nerveux parasympathique, ben, il a très peu de place. Et pourtant, comme c'est lui qui gère la partie immunitaire, et ben ça peut devenir vraiment problématique. Et donc je vais vous proposer des outils pour essayer de rééquilibrer
ce système nerveux pour réaugmenter en tout cas comment dire, la réponse de notre système nerveux parasympathique. Enfin, je voulais vous parler des émotions, du lien entre l'immunité et les émotions. Donc il y a une étude, enfin il y a eu plusieurs études, mais je voulais vous parler de cette étude très simple à comprendre, qui prouve la relation directe entre l'immunité et les émotions. Donc c'était deux groupes qui ont été exposés soit à des émotions positives comme la compassion et l'amour, et un autre groupe exposé à des émotions négatives comme la colère et la frustration. Et ensuite, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont dosé en fait dans la salive, ils ont prélevé un peu de salive de ces personnes, et ils ont dosé l'immunoglobuline salivaire, donc c'est le SIGA, et c'est la principale catégorie en fait d'anticorps présents dans les sécrétions des muqueuses. Donc, une hausse de ces immunoglobulines salivaires est associée à une diminution de l'incidence des maladies et de la réceptivité aux infections. Et qu'est-ce qu'ils ont pu prouver avec ça? C'est que dans le groupe exposé à des émotions positives, il y a eu une augmentation immédiate des taux d'immunoglobulines salivaires et cette augmentation est restée pendant plusieurs heures après l'expérimentation. A contrario, le groupe qui a été exposé à des émotions négatives, le taux est resté bas et a continué à rester bas. Donc c'est vrai qu'il faut se rappeler que l'homme est un tout et que autant qu'il existe un terrain physiologique, il va y avoir également un terrain émotionnel. Et dans ce terrain émotionnel, on va retrouver les mêmes paramètres essentiels que dans le terrain physiologique. Donc il va y avoir l'hérédité, donc ça va être l'inné. Donc dans le cas de l'émotionnel, ça peut être par exemple les mémoires familiales, des choses qui sont restées ancrées. Ensuite, vous allez avoir l'acquis, donc là il va y avoir vos ressources. Donc ça c'est votre système de croyance. Ensuite, vous allez avoir les toxines. Donc ça, c'est l'accumulation des déchets émotionnels. Et tout ça, ça va nous donner finalement notre vitalité émotionnelle, notre résilience émotionnelle. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer notre terrain émotionnel, ça permettra aussi d'améliorer notre terrain physique. Donc maintenant, on attaque la deuxième partie. La deuxième partie, c'est agir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider notre corps à avoir un système immunitaire des plus effectifs? Alors, je vous propose, moi, une stratégie naturopathique en deux temps, en deux parties, et assez simple et logique à comprendre. Il y a d'un côté, on va essayer de réduire ce qui affaiblit le système immunitaire, et d'un côté, on va essayer de renforcer, enfin d'augmenter plutôt, ce qui renforce le système immunitaire. Donc, par exemple, vu que le microbiote est primordial, a un rôle primordial pour l'immunité, on va essayer de réduire l'alimentation qui appauvrit ou qui agresse le microbiote. Et à contrario, on va le renforcer en le nourrissant du mieux possible. Ensuite, on va essayer d'éviter de manger des aliments vides de nutriments pour au contraire apporter le plus de nutriments essentiels qui vont servir à notre immunité. On n'en a pas encore trop parlé, mais on va le détailler un peu plus tard. Le stress chronique est vraiment problématique pour le système immunitaire, donc on va essayer de le réduire. Le manque de sommeil également joue un rôle très important, donc on va essayer de bien dormir. La sédentarité qui est mauvaise de toute façon pour tout le système métabolique et toute la physiologie du corps puisqu'on est fait pour bouger. Donc là encore une fois on va essayer d'augmenter le mouvement et je vais vous donner des indications sur quel est le type d'activité à favoriser pour l'immunité. Au niveau de la surconsommation de médicaments, donc effectivement certains médicaments sont plus embêtants pour le microbiote que d'autres, donc on parle notamment des antibiotiques à large spectre parce qu'en fait ils vont tout nettoyer sur leur passage mais du coup ils enlèvent aussi notre microbiote. Donc évidemment si vous en avez besoin vous allez les prendre, donc surtout bien sûr il faudra penser à repeupler, réensemencer avec un traitement avec une cure de probiotiques. Et par contre, si vous avez un problème d'infection à répétition, essayez de travailler au maximum le terrain pour limiter les infections, pour avoir moins d'antibiotiques à prendre. Ensuite, vous avez la vie aseptisée. Donc effectivement, la vie aseptisée. Bon, alors là, c'est sûr qu'en pleine période de coronavirus, on fait que se laver les mains. Donc bien sûr que c'est important de se laver les mains, c'est pas ce que je veux dire. Mais
il est prouvé qu'effectivement un enfant qui grandit à la campagne avec des animaux, qui est en contact avec la terre, il aura une meilleure immunité qu'un enfant qui n'a aucun contact en fait et qui est toujours dans les maisons, nettoyé, surnettoyé, etc. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Maintenant, évidemment, on ne peut pas remettre en cause la crise sanitaire actuelle. Ensuite, donc, on l'a dit, on va augmenter tout ça. On va aussi essayer d'équilibrer le système nerveux. Ça, je vous ai bien expliqué pourquoi. Et ensuite, on va utiliser le yoga et la méditation car ils ont été démontrés comme étant efficaces pour booster le système immunitaire. Donc, on commence par la partie alimentation. Donc pour bien nourrir son microbiote, déjà il faut manger ni trop ni trop peu. Donc manger trop ou manger pas assez, ça va affaiblir le système immunitaire. Donc l'idée c'est de cultiver la modération, à moduler bien sûr en fonction de votre poids, de votre taille, de votre activité et de votre métabolisme. Ensuite, on va essayer de limiter les agresseurs du microbiote. Donc qui sont-ils? Donc il va y avoir tous les additifs, donc tout ce qui est plat préparé industriel, nourriture transformée, trop d'alcool, trop de café, trop de protéines, trop de graisse, trop de sucre. Donc comme vous voyez, c'est beaucoup de trop. Donc si on est dans la modération, déjà, on va limiter le trop, ce qui est déjà pas mal. Donc on va essayer de privilégier les produits bio quand on peut, au moins bruts. Si on ne peut pas acheter du bio, on va laver les légumes au maximum avec de l'eau, du bicarbonate et les brosser. On essaie de garder une consommation d'alcool et de café raisonnable, de manger bien sûr des quantités raisonnables et de réduire les sucres raffinés. Donc là, on parle de tous les sucres blancs, donc le sucre blanc classique, et ensuite tous les endroits dans lesquels il est caché. Donc on a le pain, le chocolat, les gâteaux, toutes les pâtisseries industrielles, les farines, etc. On va essayer de réduire les graisses saturées et les fritures qui elles aussi vont venir agresser le microbiote. Attention aussi au gluten et au lactose. Alors là, je ne parle pas de les enlever complètement. Si vous n'avez pas d'intolérance, ce n'est pas utile, mais ça reste des aliments qui sont quand même pro-inflammatoires. Donc on va essayer de ne pas manger que ça, voilà, de toujours cultiver la modération. Si par contre vous avez une intolérance, là il y a vraiment un intérêt à complètement les supprimer ou en tout cas les réduire vraiment drastiquement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le contenu micronutritionnel de notre assiette. Pour cela, on va essayer de manger davantage de produits crus. Alors attention, selon votre digestion, si vous digérez plus difficilement les produits crus, gardez une petite proportion. Peut-être ne les mangez pas juste au début du repas, mais en même temps que le plat. Si vous les digérez bien, privilégiez de les manger au début du repas, car ils vont vous apporter toutes les enzymes nécessaires à la digestion. Ensuite, vous pouvez consommer des jus de légumes frais et des graines germées. Je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est très intéressant si vous avez pour le coup les intestins un peu fragiles. C'est un très bon moyen d'amener des vitamines, des minéraux, tout ça de manière fraîche et biodisponible, bioassimilable. Vous les consommez en plus du reste des légumes de la journée, pas à la place, parce que par contre ils ne vont pas contenir de fibres, et les fibres sont nécessaires. Ensuite, vous pouvez consommer donc des fruits et des légumes de saison, si possible biologiques, ou au moins d'agriculture raisonnée, crus ou cuits, crus et cuits d'ailleurs, pardon, idéalement à la vapeur, et encore plus idéalement à la vapeur douce, parce que ça va vous permettre de conserver tous les nutriments. Et ça doit représenter jusqu'à 50-60% de votre assiette. Donc les petites astuces pour en ajouter, c'est les crudités en début de repas, la soupe aussi en cette saison, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, vous devez consommer des protéines bien sûr, des bonnes graisses, donc c'est des graisses insaturées, l'huile d'olive, l'avocat par exemple, des glucides non raffinés. Donc les glucides en fait, c'est les sucres non raffinés, on va les trouver dans quoi? Dans les légumes, dans tous les légumes amidonnés type courge, pommes de terre, tous les légumes racines. Et dans les fruits. Alors, ensuite, pour bien nourrir son microbiote, vous pouvez, par exemple, manger des aliments qui contiennent déjà des probiotiques. Donc, vous avez la choucroute, les légumes lactofermentés, vous avez le miso non pasteurisé, le tempeh, le lait fermenté ou le lait ribot, les boissons kéfir et kombucha, le fromage frais de chèvre et de brebis,
de préférence, la levure de bière et le pain au levain. Si vous avez des problèmes d'intestin, de ballonnement, des problèmes de réaction à l'histamine, dans ce cas-là, faites attention au kéfir et au kombucha qui vont avoir des souches en fait probiotiques qui sont mauvaises en fait, qui vont libérer encore plus d'histamine et donc ça peut aggraver des choses. Effectivement, si vous êtes intolérant au lactose, évitez les fromages frais parce que pour le coup, ils sont très bien pour les probiotiques, mais il y a beaucoup plus de lactose que dans un fromage à pâte dure. Voilà à peu près pour ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ensuite, zoom sur ce qui est les prébiotiques. Les prébiotiques, en fait, c'est la nourriture en fait de nos bactéries. Donc, elles vont permettre d'accroître la croissance et l'activité des probiotiques et elles vont stimuler sélectivement en fait la croissance et l'activité de nos bactéries. Donc, ce sont des sucres qui sont non digestibles par l'homme et donc ce qui n'est pas digéré par nous va être fermenté par nos bactéries. Par contre, alors elles font partie de la famille des fibres alimentaires, mais toutes les fibres ne sont pas prébiotiques. Donc je vous ai présenté ici les plus riches en prébiotiques. Vous avez artichaut, poireau, ail, oignon, asperges, topinambour, panais. L'ail et l'oignon est souvent très utilisé en cuisine, donc en fait souvent les prébiotiques on en mange sans le savoir. Si vous avez des troubles intestinaux, peut-être que c'est justement des aliments que vous avez du mal à digérer. Donc là, encore une fois, il faut y aller prudemment. Peut-être que ce qui est pas mal en général, c'est de tester. Par exemple, dans mon cas, les oignons, c'est pas possible. Ça n'a jamais été possible et ça ne l'est toujours pas. J'ai abandonné. Par contre, l'ail, ça passe bien. Les artichauts, les asperges, j'ai pas de problème. Donc en fait, voilà, il faut arriver à trouver, si jamais vous êtes sensible, ce qui ne vous fait pas mal. Et pour ça, il suffit de tester en fait et de le déterminer. Ensuite, j'avais envie de vous parler des vitamines essentielles à l'immunité et des aliments qui s'y rapportent. Donc, vous avez la vitamine D qui va permettre le maintien de l'intégrité de la muqueuse, qui va permettre de stimuler les macrophages, d'augmenter le nombre de lymphocytes, d'augmenter les mécanismes d'élimination des pathogènes. Donc, vraiment, c'est une vitamine de l'immunité. Et on va la retrouver dans les poissons gras, donc les petits poissons gras, sardines, anchois, rames, maquereaux, qui seront à consommer au moins une fois par semaine. Le saumon de temps en temps, parce que comme il est plus gros en fait et qu'il mange les petits poissons, il va accumuler les métaux lourds, donc il ne faut pas en manger trop souvent. Et vous en retrouvez également dans les œufs. La vitamine A, donc elle va stimuler la prolifération des globules blancs, elle va stimuler la production d'anticorps par les lymphocytes et elle est également essentielle à la fonction barrière de la muqueuse intestinale. Par contre, au niveau de la vitamine A, faites attention parce qu'on entend souvent dire la patate douce, la carotte, les tomates, les abricots, c'est riche en vitamine A. En fait, ils sont riches en provitamine A. Et la provitamine A, c'est simplement le précurseur de la vitamine A. Donc, notre corps ne peut pas utiliser telle quelle la provitamine A. Il va devoir la transformer. Et pour ça, il va devoir utiliser des enzymes pour la transformer en forme active. La vraie forme active, donc, c'est la vitamine A qu'on appelle le rétinol. Et on va la trouver directement dans certains aliments. Donc, c'est quand même intéressant de manger aussi des aliments qui contiennent directement la vitamine assimilable. Donc, on va la retrouver toujours dans les petits poissons gras, mais également dans le foie de veau, dans les fromages à pâte dure, les jaunes d'œufs et dans les huîtres. Ensuite, vous avez la vitamine E, donc la vitamine E qui est un antioxydant qui va augmenter les défenses immunitaires et la production d'énergie. Elle agit également contre la fatigue. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va compenser les pertes de la réponse immunitaire due au vieillissement en stimulant la production des globules blancs. On la retrouve dans les noisettes, les amandes, les épinards, le germe de blé et les céréales complètes. Bien sûr, la star de l'immunité que tout le monde connaît, la vitamine C. Donc c'est un puissant antioxydant. Elle va protéger les globules blancs, activer leur mobilité. Elle stimule la production de cytokine, qui est un messager qui active la réponse immunitaire. Et donc on la retrouve dans la goyave, la papaye, donc là très richement dans la goyave, la papaye, le kiwi, l'orange, le cassis, le persil et les poivrons, mais on la retrouve quand même
à peu près dans tous les fruits et légumes. Là, je vous ai donné simplement les plus riches. Ensuite, vous avez les oligo-éléments. Donc, vous avez le sélénium, qui va être également un oligo-élément antioxydant qui protège les globules blancs et augmente leur mobilité. Il stimule également la production des cytokines, les messagers qui activent la réponse immunitaire. Donc, on en retrouve dans les produits de la mer, dans les œufs. Et sinon, le plus simple, c'est 2 noix du Brésil par jour et vous avez le taux optimal recommandé. Ensuite, vous avez le zinc qui va également protéger les globules blancs, stimuler la production de cytokines. On le retrouve dans les huîtres, le foie de veau, les produits de la mer, le parmesan et les pommes de terre. Voilà pour la partie alimentaire. Donc, je vous mettrai dans les bonus un petit récapitulatif donc, des meilleurs aliments à consommer pour l'immunité. Et on va passer à la partie sur le stress, le repos du mental et la réduction du stress. Alors, d'abord, je voulais vous expliquer pourquoi le stress chronique en fait est néfaste pour notre immunité. Le stress, à la base, c'est une réaction normale de l'organisme. En fait, le stress, c'est un mécanisme d'adaptation du corps pour répondre à une menace. Donc, par exemple, vous croisez un animal dangereux, votre corps synthétise du cortisol qui se transforme en adrénaline et ça vous permet de courir très très vite. Donc ça accélère la fréquence cardiaque, la circulation sanguine, ça amène plus de sang, plus d'oxygène, plus de sucre dans les muscles et vous pouvez partir en courant pour vous réfugier dans votre caverne. Sauf que normalement, le stress, c'est fait pour être ponctuel, pour consommer de l'énergie, on court, et en fait, c'est fait pour être suivi d'une phase de repos. Après ça, généralement, on se repose, on est fatigué. Alors, ce qui se passe dans nos sociétés modernes, c'est qu'on est face à un petit stress chronique. C'est-à-dire qu'en permanence, on reçoit des stimuli et des petits stress plutôt d'ordre psychologique d'ailleurs, qui vont induire un haut niveau de cortisol dans notre corps, mais on ne va pas le dépenser énergétiquement, puisqu'on ne va pas faire notre course, et on ne va pas non plus faire notre repos. Donc ça fait qu'on reste avec un niveau de cortisol très élevé dans notre corps. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Déjà, ça va altérer la barrière intestinale. Donc ça va augmenter la perméabilité de la barrière intestinale. Donc notre intestin, si vous voulez, il est fait de petites cellules qui sont comme ça jointes et elles vont s'écarter légèrement. Et du coup, au lieu de laisser passer uniquement des toutes petites molécules que sont les minéraux, les vitamines, tous les nutriments, elles vont pouvoir laisser passer des molécules plus grosses qui ne sont pas censées rentrer dans notre sang. Et ça va créer une inflammation chronique. Donc c'est pas très bon. Ensuite, l'augmentation du cortisol, ça va aussi diminuer les populations microbiennes, leur quantité et leur variété. Donc ça aussi, on l'a vu, comme ils sont d'une importance primordiale pour l'immunité, ça concourt à faire baisser l'immunité. Et enfin, là, la deuxième partie, c'est la dérégulation de l'inflammation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez beaucoup de cortisol dans votre corps, au moment d'une inflammation qui est censée être bénéfique pour chasser un élément pathogène, naturellement, le corps il va produire du cortisol aussi, qui va se transformer en cortisone, et ça va servir à moduler l'inflammation, pour qu'elle soit là, pour tuer les pathogènes, mais qu'elle ne soit pas trop élevée. Or, si votre corps il est déjà rempli de cortisol, les récepteurs du cortisol, donc les récepteurs c'est des petits, c'est sur les cellules en fait, des récepteurs qui vont reconnaître le cortisol. Ils sont déjà saturés, désensibilisés, ils ne savent plus trop le reconnaître. Donc, comme il n'y a pas de réception du cortisol, le corps, il en produit, il en produit, il en produit. Il en produit tellement que du coup, il va vraiment bloquer net l'inflammation. Donc là, on a une forme d'immunosuppression puisqu'on n'a plus l'inflammation pour tuer les pathogènes. Et la deuxième conséquence, c'est qu'à force d'avoir tant produit de cortisol, nos glandes surrénales qui produisent le cortisol sont épuisées. Et là, on assiste à un effondrement du taux de cortisol tellement grand, il n'y a plus du tout de cortisol synthétisé, que là, on a de l'inflammation chronique qui est plus modulée par le cortisol.
Donc voilà les deux impacts en fait importants sur le système immunitaire du stress. Donc c'est pas juste, je sais que dire le stress c'est mauvais, on l'entend partout et c'est un peu culpabilisant parce que ben c'est pas toujours notre faute, on est soumis aussi à notre société, à des stress et c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu des fois très désagréable en fait d'entendre ça. Mais il y a des vrais processus physiologiques derrière qui prouvent en fait que c'est néfaste. Et du coup, ben, c'est quand même de notre responsabilité à la fois d'essayer de travailler sur notre perception des événements pour parfois ressentir les choses moins stressantes que ce qu'on les ressent déjà. Mais après, on ne peut pas non plus changer tout dans notre vie, donc on a aussi des outils qui vont nous permettre de réduire l'impact de ce stress dans notre corps, des outils pour se relaxer consciemment et volontairement. Donc quels sont ces outils? On a la respiration. La respiration, c'est génial parce qu'elle est tout le temps accessible et tout le temps disponible. Elle est toujours là pour nous. On peut toujours fermer les yeux, même sans fermer les yeux, juste se concentrer quelques instants sur notre respiration. Elle est toujours là pour nous. Et elle va apporter un état de détente, de calme. Elle va réduire le rythme cardiaque. Vraiment, très vite, rien qu'en se concentrant sur sa respiration, on peut faire redescendre les effets du stress. Donc vous avez pour ça, par exemple, la cohérence cardiaque, qui est très bien. Il y a beaucoup d'applications qui vous proposent des petites techniques, en fait, avec une bulle qui grandit, qui descend, ou une bulle qui monte et qui redescend. Par exemple, vous avez Respire Relax, qui est pas mal. Vous avez, alors en yoga, on a tout un tas d'exercices de pranayama, ce qu'on appelle le pranayama, les exercices de respiration. Mais vraiment, vous pouvez juste aussi fermer les yeux et observer votre souffle, tout simplement. Ensuite, vous pouvez, pour réduire le stress, vous offrir du silence. Vous offrir du silence pour recharger les batteries. Notre cerveau, il est constamment sollicité, donc fermez les yeux, éteindre son téléphone, s'allonger quelques minutes si possible, ou pas, mais juste déjà se soustraire au bruit et aux stimulations sonores. Vous pouvez également faire de la relaxation, donc il y a de la sophrologie qui peut être intéressante. Et vous avez, je vous propose moi, donc le yoga restauratif, qui est une forme de relaxation corporelle dans laquelle est incluse une sorte de méditation. Donc c'est vraiment double effet. Et là, on a vraiment l'idée d'activer le réflexe inné de relaxation et de faire remonter le système parasympathique. Ensuite, vous avez la méditation, qui elle est également une activité idéale. Elle a été prouvée, elle a été objectivée comme ayant un impact sur le système immunitaire, un impact favorable. Donc dans votre pack, vous trouverez une vidéo d'une posture de yoga restauratif guidée. L'objectif, j'en ai mis qu'une exprès pour que ça fasse que 20 minutes. Il vaut mieux faire 20 minutes par jour que faire 1 heure par semaine. Ensuite, je vous ai fait un audio de méditation pour l'immunité que vous allez pouvoir du coup faire et refaire. Et dans les techniques pour réduire le stress, il y a également le massage qui peut être très intéressant. Parce qu'il va à la fois déstresser et à la fois activer l'élimination. Ensuite, vous pouvez essayer de cultiver l'immunité émotionnelle. Donc là, c'est l'idée de travailler sur votre terrain. Et pour cela, vous pouvez libérer les émotions. Donc si vous avez eu des traumatismes, il faut essayer de trouver une approche psychothérapeutique qui va vous aider en fait à éliminer les déchets émotionnels. Ensuite, vous allez pouvoir puiser dans vos ressources et les augmenter. Donc là, c'est un travail sur les croyances. Donc, quelles sont mes croyances limitantes? Quelles sont mes croyances au contraire favorables? Et comment je peux développer des nouvelles croyances qui me sont utiles, même si elles sont fausses? L'important, c'est qu'elles me soient utiles. Si vous avez la foi aussi, ça peut être un élément très intéressant pour l'immunité. Donc, vous pouvez travailler ce côté-là. Ensuite, vous pouvez essayer de lever des blocages qui seraient générationnels. Donc il y a pas mal de techniques, la psychogénéalogie, les constellations familiales, l'hypnose. Et voilà. On en arrive à l'activité physique, qui est donc un autre des piliers en fait de la naturopathie. Effectivement, nous sommes faits pour bouger, nos corps sont faits pour bouger, et ça a de nombreux bienfaits. Ça permet notamment de favoriser le travail de nos organes filtres, d'éliminer les toxines.
C'est important de savoir que plus vous prenez du plaisir dans votre pratique corporelle et plus vous en verrez les bénéfices sur votre santé, parce qu'il y a une intervention du cerveau qui va venir confirmer que c'est bon pour vous, si ça vous plaît. Donc, alors que si vous faites un sport à contre-cœur, ça ne vous fera pas de mal, mais ça vous fera un petit peu moins de bien que si vous le faites avec plaisir. Ce que je vous recommande au niveau de l'immunité, c'est de pratiquer à la fois une activité douce et régulière qui ne va pas faire augmenter le taux de cortisol, donc par exemple le yoga, le pilate, la marche, la natation, et des activités courtes et intenses, comme par exemple le HIIT, l'intervalle ou intervalle training ou Tabata, il y a plusieurs mots. Donc il s'agit en fait de pratiques très intenses où on va vraiment élever le rythme cardiaque très fort, mais très court, sur 30 secondes, qui est suivi de 30 secondes de repos. Donc c'est une spécialité très particulière. Donc j'ai demandé à Magali de la société Magine Santé, qui est coach sportif, qui fait du pilate et notamment de l'intervalle training, de nous proposer une vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir à la fois pratiquer la vidéo de yoga, le cours de yoga qu'on va faire ensemble, et le HIIT de Magali. Donc, ça va vous permettre en fait d'avoir les deux approches. Ce que je vais essayer de vous, enfin, ce que je voudrais vous recommander de ne pas faire, ou en tout cas de faire peut-être moins, enfin ça dépend de l'activité que vous avez aujourd'hui. Mais si vous avez l'habitude de faire une activité intense et dans la longueur, comme un footing, du vélo pendant longtemps, ça va engendrer une production de cortisol. Donc quand l'objectif c'est d'essayer de réduire le cortisol qu'on a déjà à cause du stress, il vaut mieux partir sur des pratiques douces associées à des pratiques intenses mais très courtes et avec du repos. Encore une fois, on va continuer dans cette idée de pratique intense dans le sens choquer l'organisme, mais cette fois-ci pour son bien. Donc là, on parle de l'exposition au chaud et au froid. Vous avez peut-être entendu parler de la méthode Wim Hof. Donc c'est cette idée de s'exposer au froid et de faire des exercices de respiration particulières. Pour vous exposer au froid, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir vous exposer en baissant à l'air frais. Donc là, vous allez baisser le chauffage, par exemple, réduire les vêtements, la quantité de vêtements, et vous allez réactiver la chaleur en bougeant. Vous pouvez aussi faire des douches à l'eau froide. Alors pas complètement, donc vous prenez votre douche classiquement et à la fin de la douche, vous commencez par les pieds, vous remontez progressivement et au début vous faites quelques secondes, puis petit à petit vous augmentez la durée. Et si un jour vous avez l'occasion de vous baigner en mer ou en rivière par temps froid, enfin en hiver quoi, je veux dire, pas en été, essayez pour voir. Alors évidemment quelques secondes, on est d'accord, hein, il faut bien respirer, mais l'idéal au quotidien c'est vraiment de s'entraîner avec la douche. Donc cette exposition au froid en fait elle permet d'augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça veut dire que elle va mieux s'adapter. En fait, notre fréquence cardiaque, elle va apprendre à mieux s'adapter et du coup, ça booste le système immunitaire. Parce que notre système immunitaire, vous l'aurez compris maintenant, il ne fait que s'adapter en fait, tout le temps, à notre environnement. Donc ce rééquilibrage va être très intéressant et en plus, ça augmente la production des lymphocytes. Ensuite, vous avez l'exposition au chaud, qui est donc l'autre alternative. Donc vous avez par exemple le bain hyperthermique qui va décongestionner les organes internes en dilatant les capillaires sanguins, en stimulant la vascularisation des tissus et du rythme cardiaque. En fait, il va créer une sorte de fièvre artificielle qui va ouvrir aussi les glandes sudoripares et les glandes sébacées. Donc l'objectif, ça va être éliminer les toxines, augmenter les anticorps, et relaxer. Donc c'est quelque chose qu'on fera de préférence le soir. Il n'y a pas de contre-indication si vous respectez bien les températures. Donc il faut faire couler un bain à 37 degrés. Une fois que vous êtes dedans, vous augmentez progressivement la température à la limite du supportable. Donc pas au-dessus de 41 degrés bien sûr, mais vous arrêtez avant si ce n'est pas supportable pour vous avant. Et vous restez immergé pas plus de 15-20 minutes. Vous avez ensuite le sauna, donc dès qu'on pourra y retourner. C'est un moyen d'augmenter cette fois-ci la production de protéines choc thermiques qui, elles, en fait, ont le pouvoir de dégrader les protéines endommagées, de neutraliser les radicaux libres. Elles participent aussi à la santé du système immunitaire. Par contre, cette fois-ci, vous avez des contre-indications. Donc, les personnes fragiles, âgées,
avec des problèmes cardiaques ou de l'hypertension, les enfants, les femmes enceintes, si vous êtes claustrophobe évidemment, et si vous êtes vraiment très faible, avec aucune vitalité, très fatigué. Donc là, si vous n'avez aucune contre-indication, vous pouvez pratiquer le sauna. L'idéal, c'est de faire 2 séances, entrecoupées d'une pause avec une douche fraîche et du repos. Donc par exemple, si vous faites 15 minutes de chaleur, 15 minutes de repos et à nouveau 15 minutes de chaleur. Ensuite, le repos. Donc le repos, on a commencé déjà à en parler, c'est vraiment quelque chose d'essentiel au système immunitaire. Pendant notre sommeil, il se passe plein de choses, la mémoire, il y a énormément de choses qui se passent pendant qu'on dort, et il y a notamment la régénération des cellules et le système immunitaire qui travaille. Donc je vous ai juste mis quelques rappels pour bien dormir. Donc il faut éviter évidemment les écrans juste avant de dormir. La lumière bleue, en fait, nous empêche de synthétiser la mélatonine dont on a besoin pour s'endormir. Pratiquer un sport très intense en fin de journée. Le café, le thé, les boissons énergisantes après 15 heures. Les sucres raffinés le soir. Limiter un peu l'alcool pour bien dormir. C'est pas forcément qu'il empêche de dormir, mais on dort moins bien. Et donc, effectivement, les écrans, la télé, l'ordinateur dans le lit. Ensuite, vous pouvez instaurer des routines. Une routine qui va favoriser un bon sommeil. Par exemple, vous couchez tous les jours à la même heure. Vous pouvez prendre un bain, pourquoi pas aromatique pour encore plus de détente. Lire quelques pages, faire ce que j'appelle une pensine, c'est-à-dire vider toutes vos pensées. Vous mettez un chronomètre 5 minutes et vous écrivez sur le papier tout ce qui vous passe par la tête avant de dormir. Vous pouvez boire des tisanes comme la passiflore ou la valériane, faire de la cohérence cardiaque ou des respirations pendant 5 minutes. Vous pouvez écouter de la musique, un enregistrement de yoga nidra, un scan corporel, de la sophrologie. Et vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Je vous ai mis juste après quelques conseils en aromatologie pour le sommeil. Donc voilà les recettes pour le sommeil. Donc ces recettes sont utilisables pour les enfants à partir de 3 ans et pour les femmes enceintes après le 3e mois de grossesse. Donc si jamais, c'est vrai que les conseils pour les huiles essentielles, je vais les donner maintenant. Si vous avez un terrain allergique, il est conseillé de déposer une goutte au creux du coude et d'observer, d'attendre au moins 20 minutes pour voir s'il n'y a pas de réaction cutanée. Il faut bien se laver les mains après chaque utilisation, toujours respecter les doses qui vous ont été indiquées, le mode d'utilisation qui vous a été indiqué, parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Les huiles essentielles sont extrêmement puissantes, alors c'est génial parce que ça nous soulage très vite et très bien, mais par contre elles peuvent être dangereuses, donc il faut faire très attention. Utilisez toujours des huiles essentielles qui sont chémotypées, ça veut dire que la substance active a été dosée. Donc vous avez le label par exemple HECT ou HEBBD qui est indiqué en fait sur les flacons. Et s'il y a une possibilité que ce soit une plante bio, ben c'est toujours mieux d'avoir une plante bio. Donc là vous avez un mélange pour faire un bain aromatique, un mélange pour faire une diffusion. Et vous avez un mélange aussi pour faire des frictions aromatiques. Donc là, vous allez frictionner le plexus solaire, la nuque, les poignets, les voûtes plantaires 2 à 3 fois par jour. Et vous pouvez également choisir en fonction de ce qui vous plaît au niveau de l'odorat. Si vous adorez le petit grain bicaradier, ben vous pouvez l'utiliser. Si vous détestez la lavande, bon ben voilà, c'est vrai que la lavande elle est super pratique. Et si on n'aime pas du tout la lavande, il ne faudra pas utiliser celle-là. Au niveau du coup des compléments, donc on n'est pas obligé de se complémenter bien sûr, mais aujourd'hui même en mangeant parfaitement bien, vu que les sols sont appauvris, il y a moins de minéraux, de vitamines dans les fruits et légumes, plus notre mode de vie, c'est vrai que c'est parfois compliqué d'avoir tout ce dont on a besoin. Si vous devez vous complémenter pour cette saison, ce que je vous recommande, c'est le plasma marin qui va être très intéressant. Vous pouvez le prendre sous forme isotonique. Donc là, je vous ai présenté celui que je considère comme le meilleur. Donc c'est l'eau de mer hypertonique d'eau de vie que vous allez diluer pour en faire une forme isotonique. Donc vous verrez sur leur site, c'est très bien expliqué comment faire, comment diluer. Et donc vous pouvez faire une cure en fait en hiver avec... quand vous finissez la bouteille, vous pouvez faire une pause d'1 ou 2 semaines et puis vous pouvez reprendre une bouteille. Donc là, ça va vous apporter en fait tous les minéraux dont vous avez besoin
si vous voulez, c'est similaire en composition à notre plasma sanguin. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et comme c'est sous forme liquide et c'est directement bioassimilable, en fait, il n'y a pas de comprimé à digérer, vous le mettez en bouche et ça passe directement sous la langue, ça va directement dans le sang. Ensuite, je vous recommanderais de vous complémenter en vitamine D si c'est validé par votre médecin. Vous ne pouvez pas vous complémenter normalement la vitamine D, même si elle est en libre service, il est recommandé de demander validation à son médecin. Vous pouvez dans ce cas-là, je vous recommande de prendre la démulsion forte de chez Energetica Natura. Pour les enfants, vous avez la démulsion classique. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle est émulsionnée, parce qu'effectivement, la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble qui va nécessiter de passer par le foie, d'être traitée par le foie pour pouvoir aller dans la circulation sanguine. Alors que là, en passant par cette forme-là, vous allez défatiguer votre foie dans le sens où vous n'allez pas lui demander de faire ce travail. De plus, elle est très fortement concentrée, elle est concentrée à 1000 UI, ce qui fait qu'avec 2 gouttes par jour, vous avez largement... elle est concentrée, excusez-moi, à 2000 UI par goutte. Donc avec 2 gouttes, vous avez... déjà avec une goutte, c'est pas mal, mais avec 2 gouttes, vous avez vraiment un très très bon niveau de vitamine D. Ce qu'il faut essayer d'éviter en fait pour la vitamine D, c'est les ampoules qu'on prend une fois par mois ou tous les 3 mois, qui du coup vont être une énorme dose, en plus c'est souvent synthétique, une énorme dose en fait de vitamine D à synthétiser par le foie, qui va du coup avoir du mal à faire ce travail, et en plus il ne va pas pouvoir la stocker pendant toute la durée en fait de la prise. Donc c'est beaucoup plus judicieux de prendre quelque chose qui va être quotidien et qui va vous apporter tout ce qu'il faut. Voilà. Enfin, vous pouvez faire une cure de probiotiques pour soutenir le microbiote. Donc les probiotiques sont très intéressants en période hivernale. Vous devez simplement éviter si vous avez le SIBO, évidemment, parce que là vous allez rajouter des bactéries alors que vous avez déjà un problème de prolifération bactérienne. Vous devez faire attention si vous avez une intolérance à l'histamine pour ne pas... il y a certaines souches en fait qui vont favoriser l'histamine et du coup là vous pourriez aggraver votre problème. Donc si vous avez cette intolérance à l'histamine, il faut juste bien choisir. Et effectivement, en cas de cancer, vous ne devez pas vous supplémenter tout seul, il faut voir avec votre médecin. Si vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez même choisir des symbiotiques, c'est-à-dire un mélange prébiotique plus probiotique. Par contre, si vous avez un intestin un peu irritable, attention parce que ça risque de vous ballonner encore plus, donc il faut vraiment adapter. Choisissez toujours des probiotiques minimum à 2 milliards de bactéries vivantes, mais c'est déjà assez peu. Je vous ai mis 2 exemples, après c'est vrai que c'est assez difficile de donner quelque chose de général au niveau des probiotiques. On peut tellement personnaliser avec les différentes souches en fonction des différentes problématiques, mais je vous ai mis donc l'exemple des laboratoires TerraScience avec le Théoliance Imidis pour les adultes et le Théoliance Enfant pour les enfants. Et enfin, je voulais vous donner quelques petites huiles essentielles qui peuvent être des boosters en fait de la réponse immunitaire. Donc vous avez bien sûr la star de l'immunité, le Ravintsara. Donc c'est une huile essentielle immunostimulante, anti-infectieuse, particulièrement pour les infections ORL. C'est une antivirale majeure. Vous pouvez l'utiliser pour toute la famille, à part pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et les bébés de moins de 3 mois. Et vous pouvez l'utiliser sur la peau, par voie orale ou par inhalation. Donc c'est vraiment, elle est pratique. Je vais vous proposer dans le pack également 3 ou 4 petites recettes d'aromatologie pour l'hiver. Donc je vous remettrai ça dans le pack. Ensuite, vous avez l'arbre à thé ou le tea tree que vous connaissez peut-être sous le nom de tea tree. Donc c'est encore une huile essentielle assez polyvalente et qu'on peut utiliser pour pratiquement toute la famille, à part à nouveau les femmes enceintes de moins de 3 mois et les bébés de moins de 3 mois. Vous pouvez l'utiliser sur la peau, par contre cette fois-ci diluée, par voie orale ou en diffusion. Elle est immunostimulante, elle possède une action anti-fatigue et c'est aussi une anti-infectieuse et antibactérienne à large spectre, notamment pour la sphère ORL, donc très intéressante pour tous les petits maux de l'hiver. Et j'avais envie de vous présenter aussi le vétiver, donc cette fois-ci ce n'est pas pour les enfants, enfin
uniquement pour les enfants de plus de 7 ans et interdit pour les femmes enceintes. Mais ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'en plus de ses propriétés immunostimulantes, elle va également avoir un effet relaxant et calmant. Donc elle est intéressante pour le stress, pour l'insomnie. Du coup, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant. Au niveau des plantes et fruits, donc là je vous présente l'acérola. L'acérola, en fait, c'est un petit fruit qui contient 20 à 30 fois plus de vitamine C que l'orange. Donc si vous devez vous complémenter en vitamine C, que vous sentez que malgré l'apport de fruits, c'est un petit peu juste, ou si vous êtes fatigué ou convalescent, vous pouvez faire une petite cure d'acérola qui va être particulièrement conseillée donc, pour prévenir les maladies hivernales, pour la fatigue. Donc c'est vraiment un produit qui peut être intéressant. Et puis c'est une vitamine C naturelle. Ensuite, au niveau des plantes, vous avez l'échinacée. Donc elle est très connue pour activer et multiplier les cellules immunitaires, mais elle a également des propriétés anti-infectieuses. Donc c'est vraiment une plante qui est très intéressante. Elle est par contre déconseillée en cas de maladie auto-immune, donc faites attention si c'est votre cas. Vous pouvez l'utiliser en prévention. Donc EPS, c'est extrait de plantes fraîches. Vous pouvez les trouver sous forme de gélules ou sous forme liquide, sans difficulté. En gémothérapie, donc qui est la science des bourgeons de plantes, je peux vous proposer l'églantier, qui va avoir c'est un très bon stimulant en fait, du système immunitaire, un anti-infectieux, et c'est aussi un antioxydant majeur, donc il va agir sur le vieillissement. Ce qui est pas mal avec la gémothérapie, c'est que là c'est vraiment du travail de fond, du travail de terrain, donc ça peut être intéressant un peu en cure de fond comme ça. Donc vous prenez dans ce cas-là 10 à 15 gouttes par jour le matin, pendant 21 jours, puis vous faites une pause d'une semaine et vous pouvez renouveler. Et enfin, dans les produits de la ruche, bon, bien sûr, il y en a plein, le miel, la gelée royale, mais j'avais envie de vous parler du pollen frais. C'est un super aliment qui est riche en enzymes, protéines, oligo-éléments, minéraux, acides aminés essentiels, ferments lactiques, levures. Il est vraiment super riche. Vous l'achetez en fait congelé et vous le mangez et vous prenez une cuillère à soupe pour les adultes, une cuillère à café pour les enfants, dans une salade de fruits, avec une compote par exemple. Et du coup, vous pouvez faire des cures aussi à l'intersaison ou en hiver. C'est un très très bon produit, sauf si vous êtes allergique aux produits de la ruche, bien entendu, il faut faire attention. Voilà pour cette petite partie sur la naturopathie. Donc j'espère que cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans les bonus pour retrouver des petits éléments synthétiques et également des recettes. Je vous ai mis quelques recettes pour l'immunité, avec notamment le bouillon d'os, la soupe miso, quelques jus, quelques smoothies verts. Et puis surtout, vous allez retrouver vos vidéos de yoga, vos audios de méditation, votre vidéo de HIIT et tout ce qu'il vous faut pour appliquer le programme. À bientôt, merci.